ordinateur. Tu veux que Donc, j'enregistre? non, tant pis. Il y aura de toute façon un bout. C'est juste bête que c'est pas enregistré, mais Ah, bon, je vais le voilà. faire à partir de maintenant. Non. Ouais, bah fais-le si jamais. Écoute, on sait jamais. Bon, voilà, si jamais ça sautait encore une fois. Ah, qu'est-ce que c'est pénible. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ok. Donc, on a déjà beaucoup d'éléments. Maintenant, il y a un élément que vous m'avez pas mentionné, c'est le fameux chitar. Hein? Chitar. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose ou alors ça vous dit rien du tout. Ça dit quoi, chitar? Ainsi, Ainsi, absolument. Tout à fait, Richard. Chitar ainsi, de cette façon, hein, de cette façon, ainsi. Chitar. Donc on est dans l'entraînement à la bodhicitta ultime, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'on dit quelque chose d'ultime tout de suite. Ça, c'est clair. Mais d'abord, maintenant qu'on a un peu mis les choses au clair, avec Nawadida, c'est Cathy, tu nous disais Nawadida, que tu traduis comment, Nawadida? Je te laisse ouvrir ton micro, qu'on t'entende. Les apparences? Les apparences, absolument. Les apparences, c'est très juste, ou alors la manifestation. Mais là, en l'occurrence, tu as raison. C'est Nanwa Dita, donc les apparences. Pourquoi tu dis les? Non, j'ai dit c'est les apparences. Bien. Ces apparences, d'accord, c'est. Et tu dis c'est à cause de quoi? À cause du dit. Bien. Ok. Alors, justement, di ou dida? Dita. Dida. Très bien, Dida. très bien. Parce que Dida, dita, c'est un peu. exactement. Ta, c'est un pluriel. Hein. Theta, c'est une expression pour dire pluriel. Hein. Vous avez une autre forme du pluriel ici avec nam. On est bien d'accord. Mais quand vous dites theta, c'est ces apparences, les manifestations. Ou les. Hein. Les, ça marche bien aussi. Les manifestations. Les manifestations, les apparences. Non, Cathy, comment tu le comprends ici? Apparence, manifestation. Ça se réfère à quoi? Ce qui apparaît compte ce qui se manifeste. Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, le truc qui se manifeste, tous les phénomènes qui apparaissent. absolument. Tous les phénomènes qui apparaissent. Voilà, là on a un élément tout à fait clair. Qui avait dit Rangisem avant? Oui, c'est moi. Oui, Notre propre esprit. notre propre esprit. Absolument. Avec le Rang, hein, qui est vraiment soi. Rangisem, mon propre esprit, ma propre conscience. On pourrait, hein, bien sûr, traduire Sem par conscience. Ça dépend toujours du contexte, on est bien d'accord. Rangisem, mon propre esprit. Et puis, qui avait dit Semni? Je ne me rappelle plus. Vous vous rappelez? Qui a repéré Semni? Florence. Florence. Alors, Florence, tu as repéré Semni, et Semni, ça veut dire quoi? La nature de l'esprit, on l'a déjà vu. Ouais, mais c'est pas directement la nature de l'esprit. Si on veut dire nature, on dira comment la nature? L'esprit tel qu'il est. Ah, ouais, c'est plus proche. Thibaut, tu voulais dire quelque chose? Thibaut, j'ai la vu. nature, c'est Moro. Alors, Ngoro, c'est l'essence. La nature, c'est Rangshin. Bon, c'est très proche, hein, mais Rangshin, Ngoro, l'essence, la nature. Mais si on dit Semni, c'est l'esprit lui-même. Hein, c'est l'esprit lui-même. De la même manière, vous avez ici Semni et vous avez ici Teni. C'est la même chose. C'est le ni, c'est le ni. Le ni sert, en grammaire, le ni sert de marque d'incorporation. D'ailleurs, le terme grammatical, marque d'incorporation, c'est teni. Teni, c'est une marque d'incorporation. Marque d'incorporation, on n'a pas besoin de rentrer dans ce qu'est une marque d'incorporation, mais par contre, on peut comprendre le ni qui est en cela même. Hein. Donc quand on dit teni, c'est en cela même. Quand on dit semni, c'est en l'esprit lui-même. En l'esprit même. Hein, on pourrait dire même, on pourrait traduire même. Allez voir, je vais juste me prendre une... voilà. Je cherche juste quelque chose pour mettre autour du cou. Bougez pas. Ah bon, vous êtes là, c'est moi qui bouge. Ok, voilà. Tac.
Ah, Là, pour la première phrase, il n'y a pas de yin ou de ré, mais c'est à peu près comme si on en avait un. Non. alors, explique-toi. En gros, Nangwa Dita, Rankisem, genre, ces manifestations, l'esprit, est-ce que ça peut être ces manifestations sont l'esprit? Ouais, Il n'y a pas le verbe être, le verbe identifier, mais tout à fait. C'est vrai que dans la strophe, on n'a pas besoin de le dire. On le suppose complètement. Hein, et là, en l'occurrence, on aurait besoin d'un auxiliaire. L'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait dire Chitar, non adita, rangisem, et on dirait quoi? ré, Bravo. Et pourquoi on dirait pas d'où ou yore? parce que c'est une vérité générale, plus qu'une vérité qu'on a expérimentée. Yore, c'est une vérité générale aussi. Ouais. Ah, parce que là, c'est s'identifie, on identifie l'esprit comme la manifestation. Ouais, tout à fait. Le yin, C'est une copule existentielle, c'est pas ça, absolument. en fait, c'est Alors toi, tu as dévoré le clair miroir, hein, parce que pour dire copule non, j'ai existentielle, pas beaucoup lu, mais c'est le livre pour le tibétain parlé. Mais c'est impeccable. la différence entre existentiel et essentiel, quoi. Alors là, par contre, là, ça glisse un Copule, peu, là. c'est Copule, pas les ça copules marche. essentielles. Tout à fait, mais c'est pas existentiel et essentiel. C'est Ah, je me trompe. Pardon. non, mais c'est très bien. Déjà, sortir copule existentiel dans une conversation, franchement, ça le fait. Hein. Oui, il faut le placer. Ouais. Ah non, faut le placer. Là, faut le placer. Non, puis là, quand on arrive à le placer, on gagne un grand prix. Là, il n'y a vraiment pas de doute. Ah, j'ai vu Myriam, elle était scotchée. Là. Alors là, elle s'est dit, ça, c'est une copule existentielle. C'est pas tous les jours. T'as raison, c'est pas tous les jours. Donc, une copule existentielle, ça veut dire, effectivement, c'est yin-ré. Et pourquoi? Parce que yin et ré, ils vont avoir de nouveau, on retrouve notre idée de Pokémon, hein. C'est-à-dire que quand on travaille les auxiliaires, ils ont une valeur en eux-mêmes. Et ça, c'est toujours très intéressant d'essayer de voir la valeur en eux-mêmes. La valeur en eux-mêmes d'un yin ou d'un ré, d'où l'idée de copule. Hein. On pourrait dire couple, mais c'est vrai que grammaticalement, on parle de copule. Yin-ré, ça a la valeur de dire ce que la chose est, c'est-à-dire on va identifier. Donc on dit... D'ailleurs, c'est un peu compliqué la notion d'existentiel, parce que, par exemple, si existentiel, ça pourrait aussi vouloir ou nous faire penser à le fait de quelque chose qui existe, et ça serait dans ce cas-là yodu yore. Mais si on fait la distinction entre yin re et yodu yore, yin re, c'est la réponse à la question qu'on se pose concernant l'identité de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est le qu'est-ce que c'est. C'est le qu'est-ce que c'est dans le sens où on a besoin d'identifier l'objet. On identifie, on se demande si c'est une poire ou si c'est un lapin. Donc on a vraiment, là on a une grosse question et on a besoin de préciser ce que l'on voit. Quand on a yodu yore, alors dans certaines grammaires on parle justement de existential verb, par exemple dans les grammaires anglaises, pour dire c'est un verbe qui nous permet de localiser. Et la localisation, c'est yodu yore, ça veut dire qu'on ne se pose plus la question de savoir si c'est une pomme ou un lapin. On a déjà répondu et on se demande où est la pomme ou où est le lapin. Donc on ne se pose pas du tout la question de l'état ou de l'identité de la chose, on se pose la question de où se trouve la chose. Et donc c'est pour ça que la question ici, quel auxiliaire on met? Chitar nanwa dita, donc ainsi, nanwa dita, c'est-à-dire toute la manifestation, rangisem, rangisem quoi? Ré. Pourquoi rangisem ré? Parce qu'on se pose la question de qu'est-ce que cette manifestation? On ne se demande pas où est cette manifestation. Mais, quant à dire quelque chose de général, on pourrait utiliser yore pour une affirmation générale, de la même manière que ré peut être utilisé pour une affirmation générale. Donc voilà, et ça, vous le savez forcément, ça fait un moment que vous faites du tibétain quand même, mais ça c'est une différence très grande avec le français, parce qu'avec le français vous pouvez dire « je suis » et vous parlez de vous,
en termes d'identité, mais vous pouvez dire je suis ici et vous parlez de vous en vous localisant. Et pourtant, vous utilisez le même verbe. Ce qui, du point de vue tibétain, est une impossibilité totale. C'est impossible. En français, c'est possible parce qu'en disant je suis ici, c'est que le je suis se confond. Quoi, disons, ça me vient maintenant. Mais je me dis, je suis, c'est un peu comme si je suis était une entité. Le je suis se trouve où? Ici. Alors que le je suis, c'est qui? C'est Pierre ou Paul. Hein? C'est possible que ce soit vu comme ça. C'est-à-dire un verbe, oui, mais un verbe qui est plutôt une espèce d'état en lui-même. C'est l'état d'être, en fait. C'est l'état d'être où on dit ce qu'est cet état d'être, ou l'état d'être, on dit où se trouve cet état d'être. Alors, c'est un peu alambiqué en français, en tibétain, c'est très clair. C'est yinre pour l'identité, yodu yore pour la localisation. Donc c'est super simple. Alors là où c'est moins simple, c'est que dans le tibétain parlé, même d'ailleurs dans le tibétain littéraire, parfois, évidemment, il faut un peu réfléchir parce que c'est quand même pas évidentissime. En tout cas, titar non adita rangi sem, ok. En tibétain classique, on peut très bien ne pas utiliser d'auxiliaire, c'est en général assez rare d'utiliser les auxiliaires, et on dit ainsi, toute la manifestation, c'est mon esprit, ou c'est l'esprit. Hein, c'est l'esprit, rangisem, mais en l'occurrence, rang, le mien, rangisem. C'est pour ça qu'on est dans la méditation sur la bodhicitta ultime, hein, forcément, évidemment. Là, plus ultime, c'est difficile. Deuxième phrase. Comment vous vous en sortez avec cette deuxième phrase? Qui tente le coup? Alors, moi, je vais essayer quelque chose. C'est l'esprit en lui-même, de Oui. toute éternité, Oui. est libre des extrêmes des élaborations mentales. Mais c'est parfait. C'est excellent. C'est excellent, Marie-Pierre. Semni, l'esprit en lui-même, parce qu'en fait, on a deux séquences. Hein. Vous regardez, vous voyez, on a deux séquences. La première séquence, c'est ça. Évidemment, c'est la première, elle est placée au début. Mais c'est important. C'est pour ça que dans la traduction d'ailleurs, alors là, la traduction a respecté cette séquence. Et c'est intéressant de la respecter, la séquence. Ça a vraiment son importance. Pourquoi? Parce que quand on dit titar, nawa titar rangi sem, ça, on pourrait dire, on met un point final et on a affirmé quelque chose. Donc, on a posé une notion. On pourrait presque dire que c'est une prémisse philosophique. On a posé des choses. On a posé des choses, on affirme, c'est une affirmation totale qui dit que toute la manifestation, c'est l'esprit. Hein, on est dans Semtsampa, c'est-à-dire l'école de l'esprit seul, c'est assez typique de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va dire que tous les 37 pratiques sont rattachés à l'école philosophique de l'esprit seul, mais disons qu'en tout cas, ici, c'est une affirmation assez claire, comme Sungzin d'ailleurs, c'est du vocabulaire qui se rapporte à l'école de l'esprit seul. Donc les Semtsampa, hein, les Chitramatra si on veut, ou le Shentong, bon bref. Ça c'est un peu technique, c'est pas bien grave. Mais à partir de l'affirmation, ensuite, on a la deuxième séquence, et cette deuxième séquence, c'est très important, parce que quand vous avez dit « c'est l'esprit », par contre, vous n'avez pas du tout dit ce qu'est l'esprit. Alors, en y réfléchissant 2 secondes, on dit « bah oui, c'est logique », mais c'est vrai que si on n'y réfléchit pas trop, on se laisse prendre par la phrase comme ça, on ne voit pas qu'il y a vraiment 2 séquences très importantes. Et donc là, on est en train de répondre à la première, c'est-à-dire on précise ce qu'est l'esprit. Et en précisant ce qu'est l'esprit, là, on dit semni. Le semni, c'est presque du genre l'esprit 2 points. Hein. Quasi. Donc, on le met en exergue aussi. Semni. L'esprit en lui-même. L'esprit 2 points. Dene tepa tantel. Tepe tatantel. Tepe tatantel. Alors, Marie-Pierre, tu t'en es super bien sortie. Tepeta.
Tepeta, c'est quoi? Tepeta, Marie-Pierre. Un guide libre d'extrême. Yes, et puis les ta, les extrêmes, c'est quoi? Euh, Ah, je vois Dominique qui piaffe parce qu'elle connaît les deux extrêmes. C'est ça, Dominique? Vas-y, Dominique. Alors vas-y, Dominique. Et l'éternalisme et le... C'est ça? Ouais, la deuxième, c'est quoi? Eh ben, le contraire. Donc, Le nihilisme. Bravo, nihilisme, Myriam. ouais. Bravo, Ouais. Myriam. Très bien. Excusez-moi. Ouais, non, pas de problème. Et Myriam, ben voilà, je veux te faire participer sur la philosophie, c'est très bien. Donc Myriam, dans ce cas-là, tu nous fais une petite définition de l'éternalisme et du nihilisme. Alors, c'est là que c'est plus compliqué. L'éternalisme, c'est l'idée qu'il y a, comment dire, qu'il y a quelque chose qui perdure toujours, enfin, quelque chose qui existerait vraiment et qui perdure. En tout cas, c'est plus ou moins comme ça que je l'avais compris. Alors après, le nihilisme, j'ai un peu plus de mal. C'est peut-être parce que ça me parle pas. Tout à fait. Tu t'en sors très très bien avec l'éternalisme. Parce que Takpartawa en tibétain, Takpartawa, c'est vraiment la vue de quelque chose qui demeure de manière constante. C'est vraiment, on peut l'expliquer assez simplement en considérant que on peut imaginer dans certaines vues philosophiques, mais aussi c'est là où c'est intéressant, c'est que ça traduit aussi des attitudes psychologiques. On peut penser que quelque chose demeure tout le temps, que les phénomènes possèdent en eux-mêmes une nature qui, elle, demeure d'une manière constante. Et donc, on va parler de takpartawa, c'est-à-dire quelque chose qui dure tout le temps. Alors, bien sûr que quand on parle ici de Tanyit Telwa, c'est-à-dire être libre des deux extrêmes, ce qui est un grand truc bouddhiste. Pourquoi? Parce que ça précise la voie du milieu. C'est-à-dire la voie du milieu, on ne dit pas ce qu'elle est, on dit ce qu'elle n'est pas. Et ce qu'elle n'est pas, parce que bien sûr que si on dit qu'il y a un milieu, là on est cuit de nouveau. Hein, on est de nouveau, on a réifié quelque chose. Donc du point de vue bouddhiste, on doit toujours, on pourrait dire, réussir à raisonner sans se prendre les pieds dans la réification quelconque. Ni dans la réification d'un existant, ni dans la réification d'un inexistant. Et la deuxième extrême, c'est la réification d'un inexistant. C'est de dire il n'y a rien. Et donc, en fait, ça ne marche pas. Parce que pour le Bouddha, il parle très clairement de la nature de l'esprit comme étant ni être, ni non-être. Et ni être, ni non-être, et puis ni être, ni non-être. Donc, c'est une quadruple négation. Donc, mais en tout cas, basiquement, pour nous, en tout cas pour moi, parce que j'ai beaucoup plus de peine avec le reste, parce que ça devient complexe, mais la première négation est claire. C'est ni être, ni non-être. Et là, on est dans vraiment l'au-delà des deux extrêmes. Donc on n'est ni en train de dire qu'une chose existe définitivement, ni en train de dire qu'elle n'existe pas définitivement. Voilà. Et vous connaissez certainement cette phrase de Saraha, qui nous dit qu'il est stupide, c'est être stupide comme une vache que de saisir la réalité d'un phénomène, mais c'est encore plus stupide qu'une vache de saisir l'absence d'existence d'un phénomène. Et c'est quelque chose de très important. Parce qu'il est plus facile de se défaire de l'idée de l'existant que de se défaire de l'idée de l'inexistant. C'est pour ça que Saraha dit ceci. Donc là, on est effectivement dans quelque chose d'important. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un rapport, on pourrait dire, expérimentiel. C'est-à-dire qu'on voit les choses, on les entend, on a toute la manifestation tout le temps. Et notre entraînement, parce qu'on est bien Gyaltsel Aglenin, on est bien on nous parle d'une pratique. Donc ma pratique, c'est quoi là? Ma pratique, c'est quand même clairement de me rappeler chaque fois que je vois quelque chose, que c'est mon propre esprit. Hein, alors donc là, on voit bien qu'il y a du boulot. Hein, avant d'être convaincu de ça, ne serait-ce que philosophiquement, c'est pas évident. Hein, parce que on a rarement, en tout cas au niveau des interactions qu'on a à l'égard des phénomènes, on a rarement le réflexe de se dire « Tiens, c'est mon propre esprit. »
Hein, du genre, je vois quelqu'un que je déteste et de se dire, tiens, c'est mon propre esprit. Hein, ça, c'est pas facile. Hein. Comment est-il possible que ce soit mon propre esprit? Et quand on voit une girafe, c'est encore plus compliqué, hein, parce que quand on voit une girafe, c'est mon propre esprit, la girafe. Pourtant, il y a quand même une girafe. Donc voilà, on est... voilà, ça va être un petit peu parfois compliqué de faire le chemin logique, mais il y a un chemin logique malgré tout. Mais après, là, on est dans le raccourci philosophique. Et donc, on dit, Rangisem, c'est mon propre esprit. Simplement, cet esprit, depuis des temps sans commencement, c'est-à-dire depuis toute éternité, de né, yé dema né, depuis toute éternité, tel. Il est libre des proliférations des deux extrêmes. Tepa, une petite précision sur tepa. Quand je vous dis production mentale, ça vous fait tilt ou pas? Ou ouais? Je vois Richard qui... Ouais, ça lui fait tilt. Il se dit tepa. Je l'ai traduit par construction mentale. Yes, très bien. Tepa, construction mentale, prolifération mentale. Les deux sont possibles. Tepa, c'est en fait tout ce qui est bloup, 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 bloup. Tout ce qui s'élève, tout ce qui se construit, tout ce qui prolifère dans notre esprit. Hein. Tepa. Et Tepa, c'est aussi bien sûr toutes les idées qu'on a, toutes les notions, toutes les représentations. Ça peut être très vaste, Tepa. Donc il y a beaucoup de choses dans les Tepa. Là, petite construction grammaticale intéressante. Tangdel, tangtel. Alors Myriam avait repéré le tel, hein, être séparé. Et l'autre jour, Thibaut, très justement, il disait, mais bon, c'est un verbe bizarre, je suis complètement d'accord, c'est un verbe bizarre, parce que c'est être séparé, être lié, c'est quand est-ce que c'est l'un, quand est-ce que c'est l'autre. Et on le retrouve dans la fameuse phrase des 4 illimités. On dit semtien tamche dewa tang dewe ju tang den par juruchik, dungel gi ju tang tel war juruchik, tang tel war, hein, tang tel war. Hein, c'est vraiment dungel tamche, dungel tang dungel gi ju tang tel war juruchik, tang tel war, hein, être séparé. Et puis après, on dit la joie et on dit dungel mepe dewa tampa tang mindelwar juruchik, hein, mindelwar, ne pas être séparé. Donc telwa, être séparé, tang telwa et mindelwa. Donc c'est compliqué parce que là ici c'est tang tel, donc être séparé. Quoi, c'est pas mindelwa, mais bon, tang tel. Tang tel, être séparé. Il y a des verbes comme ça, comme par exemple être avec, kon tang nyamdu jorieux, je vais avec lui, hein, tang nyamdu. Ou là, il n'y a pas de verbe qui me saute à l'esprit. Tangden, posséder. Ouais, tout à fait, on pourrait le... Oui, bien sûr, tangden, ouais, complètement. Donc, il y a différentes formes de construction où on va utiliser tang, non pas dans un coordination, conjonction de coordination classique, c'est pas le ET, c'est plutôt pour accompagner le verbe, en l'occurrence, être séparé. Voilà. Bon, là, moi, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je ne suis pas vraiment très spécialiste de cette forme tangtel, et puis j'ai pas 15 milliards d'exemples. Mais après, on finit par l'apprendre. On pourrait dire ça devient une sorte d'habitude mentale. On sait que c'est comme ça, quoi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la construction de tout le segment. Et ça, on peut le prendre comme un exemple typique. Si on décide de travailler à la fois sur le vocabulaire, mais sur les expressions aussi, donc mots et groupe de mots, ben ça c'est parfait. Te peta tang tel. Te peta tang tel. Impeccable. Voilà. Donc, là, c'est la première partie. Et là, on a énoncé tout ce qui était important. Et ça, c'est la conséquence, bien sûr, de ce qu'on vient d'énoncer. Et c'est pour ça qu'on commence à dénicher. Et là, qui nous fait... Je vois Florence a ouvert son micro. Peut-être que tu veux faire la 3e ligne. Non, je voulais revenir sur donner. Ok, très bien. Donner.
de toute éternité, moi, ça me dit rien. Ok, ça veut Pas sur le dire... sens profond, quoi. Ouais. Si je dis fondamentalement, Mhm. de création, de et sous-bassement, je comprends. Ouais, très bien, très bien, très bien. Ça marche très bien aussi. On pourrait dire c'est fondamentalement. Ouais, ça marche aussi. Ouais, c'est peut-être même plus juste. Ouais, ouais. De toute façon, ce qui est important, c'est de comprendre. Je veux dire, de comprendre évidemment, mais c'est de trouver un lien avec ça. Après, bon, après, on a toujours l'occasion, on regarde dans le dictionnaire et puis on voit l'explication savante, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, c'est fondamentalement aussi. C'est fondamentalement dans le sens depuis les tréfonds. Hein. Depuis les tréfonds, c'est-à-dire c'est vraiment, on pourrait dire, c'est la nature propre de ça, quoi. C'est vraiment semni, c'est-à-dire la conscience elle-même ou l'esprit, eh ben, c'est vraiment depuis toute éternité dans le sens, c'est vraiment fondamentalement, du plus loin que l'on puisse observer cela, eh bien, il a toujours été, en fait, c'est ce qu'on était en train de dire, il a toujours été libre de toute production mentale. Elles n'ont rien à voir. Elles sont adventices, si on utilise le terme précis. Hein? Elles n'ont rien à voir avec la chose. C'est-à-dire que les productions mentales ne sont pas liées à la nature de l'esprit. C'est pour ça que tu disais nature de l'esprit, tu avais raison aussi, Florence. C'est pas exactement ce qu'elle dit. Là, on parle de l'esprit en lui-même, mais on parle de la nature de l'esprit. Et dans la nature de l'esprit, il n'y a pas de production mentale. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça le paradoxe merveilleux. J'espère que vous le voyez, le paradoxe. Il est où le paradoxe? Eh ben, le paradoxe est extraordinaire. Il nous saute à la figure, le paradoxe. Pourquoi? Parce que la production de phénomènes mentaux se produit où? Dans l'esprit. Et pourtant, l'esprit lui-même est libre complètement de toute production de phénomènes mentaux. Allez résoudre ce paradoxe. Hein? C'est de l'ordre du boson de Higgs. Hein? Ah ben oui, non mais je veux dire, c'est énorme. On ne se pose plus la question parce qu'après on a l'habitude de la formulation. Mais si on réfléchit à ce que nous dit la strophe, c'est quand même fort. D'accord? Donc toutes les pensées qui s'élèvent dans l'esprit, depuis toute origine, elles sont libres d'existence propre. Donc tout ce qui se manifeste est, de ce point de vue-là, illusoire. C'est-à-dire que ça n'a jamais complètement existé au sens où nous, on l'entend. C'est-à-dire qu'en fait, on est des élucubrations en permanence, quoi. Alors tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle de Galsel-Lénine. C'est pour ça que, mine de rien, cette strophe, bon, évidemment qu'elle est fondamentale, comme toutes les autres. C'est là quand même le génie de ce texte. Mais du point de vue de Galsel-Lénine, c'est-à-dire mon entraînement, c'est non seulement je me souviens que la manifestation est mon propre esprit, mais je me souviens que mon propre esprit lui-même, il a toujours été libre de toute élucubration mentale. Donc ça veut dire que toutes les pensées qui s'élèvent en moi, elles sont que temporaires. C'est des bulles à la surface de l'eau. Donc c'est magnifique si je m'en souviens. Pourquoi je dis « je m'en souviens » ? Parce que c'est une pratique. Donc, on n'est pas simplement dans un énoncé philosophique, et c'est ça qui est intéressant. On est dans l'expérience. L'expérience de ce que je vois, l'expérience de ce que je pense. D'accord? Donc voilà, c'est un peu pour faire vivre cette strophe, mais disons, c'est pour susciter en vous le goût, l'intérêt pour ce qu'elle nous dit. Pas seulement le mot, le vocabulaire et la grammaire, ce qui est évidemment c'est notre travail, mais on voit qu'on touche quelque chose de magnifique. Donc, Tennis, chéni. ouais, tennis chéné. Attention, chéné. Chéni. Chéné. Ouais, alors vas-y. Parfait, Vas-y. Florence. Samanam. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais de cette troisième phrase? J'ai mis cela même, le reconnaître et ne pas concevoir de distinction objet-sujet. Pas mal. Mais en essayant d'abord de faire un travail plus terre-à-terre. Tennis chéné. Tennis chéné.
ben, ça se rattache, les deux phrases précédentes, cela même le reconnaître. Très bien, parfait. Cela même, le connaissant, ou le reconnaître, hein, mais le connaissant, chez, c'est pas le reconnaître, chez, c'est le savoir. Hein, c'est le fait de savoir quelque chose, c'est le fait de connaître quelque chose. Chez, hein, chez guilleux, chez guillemets. Je sais pas. Hein. Donc chez, je sais. Donc cela, le sachant, d'accord, hein, cela même, le sachant, Sungzin Tsenmanam, d'accord, Sungzin Tsenmanam, et ça, bien sûr, ça peut aller en un seul bloc, Sungzin Tsenmanam. Alors là, tu l'as bien dit, c'est, alors, sujet-objet, oui, si ce n'est que, ouais, ouais, c'est plus que sujet-objet, c'est pas faux du tout, bien sûr, mais yultien, hein, sujet-objet, normalement. Ici, Sungzin, c'est plutôt ce qui appréhende et ce qui est appréhendé. Ou ce qui est appréhendé et ce qui appréhende. Plus, tu vois. Yes, Myriam, à bientôt, si tu dois aller. Va vite, pas de problème. Donc, On peut pas dire saisie dualiste, Zunzin. Ouais, mais en fait, Sylvia, si on veut être précis, c'est pas tout à fait saisie dualiste. Parce que quand tu dis saisie dualiste, ça veut dire que tu saisis deux. Alors oui, mais ça veut dire que tu oublies celui qui saisit. D'accord ? Qui saisit la dualité, d'accord? Alors, Saisir, c'est toujours deux, quoi. oui, bien sûr. C'est pour ça qu'ici, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'ici, Sungzin, c'est non seulement parler de la dualité, mais de parler de ce qui saisit la dualité. Et ce qui saisit la dualité, eh ben, c'est Sungwa, ce qui est saisi, par quelque chose qui saisit. Et donc, ça veut dire qu'à la fois, c'est la conscience qui saisit, mais qui se saisit elle-même comme un existant. Et cette conscience qui se saisit comme un existant, elle va saisir quelque chose à l'extérieur d'elle-même comme existant. C'est clair ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une double saisie. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que tu vois, regarde, si on dit une saisie duelle, quand tu dis une saisie duelle, tu pourrais très bien imaginer qu'il y a quelqu'un qui fait une saisie de la dualité. Dans même le langage courant, on va dire, oui, ben, je saisis la dualité. D'accord? Tandis que Sungzin, c'est de dire, ouais, très bien, mais n'empêche que ce je qui saisit la dualité, ce je-là, lui, s'est saisi lui-même. D'accord? Donc c'est pas seulement un je qui saisit une dualité, c'est un je qui s'est saisi, et qui, une fois qu'il s'est saisi, va saisir une dualité. Et ça, c'est le sens de Sungzin. Sungwa et Zinpa. Sungwa, c'est ce qui est saisi. Zinpa, c'est ce qui saisit. D'accord? Donc voilà. Thibaut, t'as un petit doute? Ouais, je croyais que c'était l'inverse. Ah, peut-être je me trompe, hein. C'est possible parce que je suis un peu... aujourd'hui, je suis un peu dans le coltard, alors je peux... Je croyais que c'était Zoom, c'était C'est bien saisi. Dans les notes, c'est bien saisi, saisissant. Saisi, saisissant. Objet et sujet. C'est ça, je crois. Ok, c'est bon. Non, mais tu sais, on peut vite regarder dans le dictionnaire, hein, c'est aucun problème. Il y a tous les dictionnaires du monde ici, donc Sungzin, il n'y a aucun problème. Sungzin, voilà, on va le trouver. Vous avez parlé, Charles Poche. Ah ouais, bah, c'est clair qu'il en a parlé. Là, tu penses, on en parle de ces trucs. Alors, pourquoi j'arrive pas Sungzin. Alors... Ah bah c'est parfait, voilà, je le retrouve là. Grasped et grasping, c'est-à-dire grasped, c'est effectivement ce qui est saisi, et grasping, c'est ce qui saisit. Donc c'est juste. Je boite dans le coltard, c'est quand même juste, c'est dingue ça. J'ai bien saisi. Hein. Voilà.
non, mais bon, bref, c'est complètement égal. C'est simplement que ça, c'est des histoires grammaticalement de verbes. Mais, par contre, pour nous, ce qui est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que c'est les deux. C'est-à-dire, c'est la conscience qui se saisit elle-même comme un existant, et c'est l'objet qui est saisi comme existant. Donc, c'est une double saisie. Et c'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que sinon, on a l'impression qu'on saisit une dualité, comme s'il y avait une dualité à l'extérieur de nous, puis voilà, on la saisit, puis on est terminé, quoi. Ok. La traduction du titre, Ouais. il y a dit aussi ne pas donner de perception. Je trouve que le mot perception, Oui, alors, c'est pas très heureux. T'as raison. C'est pas très heureux. C'est pas très heureux. Non, pour ça, je trouve que ça correspond à ce qu'on perçoit vraiment. Oui, mais ça dit... Ouais, mais oui, mais là où je trouve pas très heureux, en tout cas. De toute façon, c'est ça la traduction. Il y a un moment donné, tu te dis, tiens, oui, ça a du sens, puis après, le deuxième moment, tu te dis, non, ça va pas. Pourquoi? Parce que le problème, c'est le sungzin. C'est-à-dire que quand tu dis perception duel, de nouveau, tu crois que toi, tu perçois la dualité. Et tu oublies de dire que tu te perçois toi-même comme existant. Mais réussir à trouver un terme en français qui dirait Sungzin, alors là, bonjour. Là, c'est gros prix de la traduction tibétaine. C'est pour ça que toutes les traductions à l'heure actuelle, à l'époque, ça se disait sujet-objet. Et on est revenu sur ça parce que c'est faux. Parce que justement, ça fait un peu l'impasse. En plus, on enlève la possibilité d'utiliser Yul Yulchen, qui était dans la terminologie tibétaine ce qui se rapporte à sujet-objet. Et maintenant, tu trouves saisissant, saisi, ou plutôt saisi, saisissant. Tu trouves appréhender en anglais beaucoup, appréhender, appréhendeur. Donc alors c'est très moche parce que voilà, c'est pas très beau, mais c'est très juste. Donc voilà. Ou alors on utilise le terme sanskrit, et le terme sanskrit c'est graha grahaka, que je vous dise pas de bêtises, on va le trouver là quelque part. Bref, je ne le trouve pas, mais c'est pas grave, donc on laisse tomber. Voilà. Ok. Donc, Tenyi Shene, Sungzin Senmanam. Sungzin Senmanam, ça veut dire les caractéristiques même de cette saisie particulière. Hein? Donc, Yila Miche, et Yila Miche, ça veut dire facile. Bah Pas alors, faire dans son esprit. pardon? Ne pas concevoir. Ne pas concevoir, tu disais Thibaut? Ne pas faire dans son esprit. littéralement. Bravo, littéralement, ne pas faire dans son esprit. Et ne pas faire dans son esprit, ça veut dire ne pas faire ça dans son esprit. Sungzin Senmanam Yila Miche, c'est-à-dire ne pas élaborer, ne pas construire quelque chose qui est de l'ordre de caractéristiques qui sont ainsi la base de cette double saisie. Et c'est quoi, par exemple, les caractéristiques, c'est les pensées de moi et d'autrui différents, tout ça, non? Les caractéristiques, c'est littéralement tsenma. Le tsenma, c'est que, en fait, pour le dire de manière très très simple, c'est-à-dire que quand on saisit un objet, on le saisit toujours en rapport à ses caractéristiques. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a des caractéristiques qu'on le saisit. On lui donne, on va dire, des marques identifiées, et ces marques identifiées, par exemple, c'est blanc, c'est rouge, c'est grand, c'est petit, et donc à partir de là, je peux les saisir. Si je ne donne pas de marque ou de signe que je considère comme existant, j'ai rien à saisir. Je ne peux pas les saisir. Et c'est parce que je les saisis que je les essentialise. Si par exemple je dis « cet acte est bon », en fait, pour plein de raisons, et ces raisons c'est quoi? C'est les signes caractéristiques que j'ai considérés comme étant la preuve que c'est bon. Mais en général, quand je dis c'est bon, j'ai essentialisé. C'est-à-dire, j'ai cru qu'il y avait de la vérité. Qu'il y avait de la vérité dans le sens d'une vérité vraie, d'une vérité presque ultime, c'est-à-dire de quelque chose qui essentiellement est bon.
Et du point de vue bouddhiste, ben non, c'est pas possible. Je n'ai saisi que les caractéristiques. Et l'illusion, la confusion, elle se construit sur cette base. C'est-à-dire, elle se construit sur l'idée de saisir quelque chose comme existant à partir de ses caractéristiques. Mais ces caractéristiques, elles n'ont rien à voir avec l'essence de la chose. Est-ce qu'elle est logique, d'ailleurs? Comment se fait-il qu'on soit pas tous bouddhistes? C'est tellement logique, quand même. Évidemment, c'est pas si simple. On est d'accord. Donc, Yelamiche, Yelamiche, et c'est ça la pratique des filles et fils des vainqueurs. C'est de ne pas construire ça dans son esprit. C'est-à-dire de se méfier de notre manière de fonctionner, et donc qui nous amène à saisir des caractéristiques, autant celles qui m'amènent à penser que je suis un jeu existant et qu'il y a des objets, ou que je suis un jeu existant ou qu'il y a des objets saisis. Et à partir du moment où cela je le sais, eh bien, je sais que l'esprit de toute éternité est libre de toute prolifération mentale qui m'amène à concevoir ces deux extrêmes, et je reconnais toute la manifestation comme étant mon propre esprit. Et donc, voilà. Et ça, c'est la strophe, la 22e pratique, qui est une strophe incroyable quand même. Voilà. Bon, ben les amis, on est arrivé au bout de cette heure. On n'a pas du tout travaillé la 23e pratique. Je pensais qu'on ferait une incursion. On n'a pas eu le temps. Le temps va trop vite. C'est comme ça. Bon. On termine avec une dédicace. Sonam di tam chezubane tomne nye pe darnam pamdene kegana timbalav tupai si pe tsole do waraisho. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et puis, notre leçon a été amputée d'une 20aine de minutes, le replay. Donc, il sera un peu plus court. Il n'y aura pas le début, il n'y aura pas le moment où on entend... T'es sûr qu'il a coupé au début? Alors, j'ai bien l'impression, mais je ne suis sûr de rien avec cet ordinateur qui me fait... Si bien sûr, je le recolle sur celui-là. Mais oui, bien sûr. Et puis, dans ce cas-là, là, j'ai enregistré. Hein, donc, je recollerai les deux bouts. On verra bien. De toute manière, on a fait ce qu'on peut dans les conditions qui sont présentes. Voilà, et c'est très très bien. Merci en tout cas d'avoir assisté à cette leçon, c'est super. C'est Jean-Marc et prends soin de toi. Ouais, mais bien sûr. Merci Florence. Voilà, j'arrête l'enregistrement en espérant que ça fonctionne. Merci.